Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous semblez toujours souffrir, malgré tous vos efforts? La réponse pourrait être en vous, cachée dans des endroits que vous n'avez pas encore explorés. Il est frustrant de se sentir coincé, de lutter contre des défis qui semblent interminables. Mais, et si je vous disais que le pouvoir de surmonter ces obstacles est à votre portée? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 6 leçons stoïciennes qui révéleront votre véritable potentiel. Préparez-vous pour un voyage d'introspection et de transformation. Nous allons trouver la force qui existe déjà en vous et enfin libérer votre pouvoir. Dans la ville antique d'Héliopolis, où les ruines des temples grandioses et les marchés vibrants étaient le cœur de la vie quotidienne, vivait un jeune homme nommé Lucius. Lucius était un artisan habile, connu pour ses sculptures impressionnantes qui capturaient l'essence de la nature et des émotions humaines. Cependant, Lucius commença à faire face à un problème qui l'affectait profondément, une manipulation psychologique qui minait sa confiance en sa propre perception de la réalité. Tout commença lorsqu'un nouveau marchand, Marcus, arriva en ville. Marcus avait un charme envoûtant et une manière de parler qui le rendait extrêmement fiable. Cependant, avec le temps, Lucius se rendit compte que Marcus déformait souvent la vérité et niait les événements qui s'étaient réellement produits. Un après-midi, Lucius eut une discussion avec Marcus concernant une livraison de matériaux qui n'était pas arrivée à temps. Marcus, avec un sourire condescendant, répondit: « Lucius, vous devez être confus. La livraison a été effectuée comme convenu, vous ne vous souvenez tout simplement pas correctement. » Lorsque Lucius tenta de discuter d'une erreur commise par Marcus dans un contrat, Marcus le ridiculisa. « Vos sentiments sont disproportionnés, Lucius. Ce n'est pas si grave. Vous exagérez simplement. » Avec le temps, ces interactions commencèrent à affecter la confiance de Lucius en sa propre perception. Il se sentait confus et commençait à douter de ses propres souvenirs et sentiments. Il se sentait de plus en plus incertain quant à sa capacité à juger de la réalité. Désespéré de trouver de la clarté, Lucius consulta le sage maître Antipater, un philosophe connu pour sa profonde compréhension des vérités de la vie et de l'esprit humain. Antipater écouta attentivement le récit angoissé de Lucius, puis parla avec sérénité. « Lucius, ce que vous expérimentez est une forme de manipulation psychologique. Marcus utilise des tactiques de gaslighting pour vous faire douter de votre propre perception. Il nie la réalité que vous connaissez, trivialise vos sentiments et déforme les faits. Parlons de la façon dont vous pouvez affronter cette manipulation et restaurer votre confiance. » Antipater continua. « Tout d'abord, il est essentiel que vous teniez des registres détaillés de tous les événements importants. Notez ce qui se passe, y compris les dates et les détails spécifiques. Cela aide à créer un enregistrement objectif de la réalité, ce qui vous permettra de vérifier les faits en cas de doute. » Antipater remit à Lucius un parchemin et une plume, l'encourageant à commencer à écrire immédiatement. Lucius commença à enregistrer les événements avec précision, ressentant un nouveau sentiment de contrôle et de clarté. De plus, dit Antipater, il est fondamental de chercher le soutien de personnes de confiance. Parlez avec des amis et des membres de la famille qui peuvent confirmer vos expériences et offrir une perspective objective. Ils peuvent servir de ressources précieuses lorsque vous vous sentez incertain de vos propres perceptions. Lucius se souvint de ses amis proches et commença à partager ses préoccupations avec eux. Ils l'écoutèrent avec empathie et confirmèrent la validité de ses sentiments et expériences. Enfin, conseilla Antipater, pratiquez la confiance en soi. La manipulation tente de saper votre foi en vous-même, mais rappelez-vous que vos sentiments et perceptions sont valides. Faites confiance à votre capacité à distinguer ce qui est réel et ne laissez pas la déformation de la vérité affecter votre confiance. Lucius commença à se sentir plus sûr de lui. Lorsque Marcus tentait à nouveau de déformer les faits, Lucius utilisait ses notes et le soutien de ses amis pour le confronter avec confiance. Marcus, réalisant que ses tactiques échouaient, commença à reculer. Avec le temps, Lucius retrouva sa confiance en lui et recommença à créer ses sculptures avec la même passion et clarté qu'auparavant. Ses œuvres devenaient encore plus profondes et expressives, reflétant le parcours de confiance en soi et de vérité qu'il avait parcouru. L'histoire de Lucius et du maître Antipater illustre comment la manipulation psychologique peut être difficile, mais avec des mesures proactives telles que tenir des registres détaillés, chercher du soutien et pratiquer la confiance en soi, nous pouvons protéger notre perception de la réalité et restaurer notre force intérieure. Et vous, avez-vous déjà remarqué que votre vie pourrait s'améliorer? Être plus productif? Avez-vous déjà pensé à cela? Connaissez-vous quelqu'un qui est très productif? Mettez-le dans les commentaires. Dans la ville antique de Parnasse,
connu pour ses écoles de philosophie et ses érudits sages, vivait un jeune homme nommé Jules. Jules était connu pour sa soif de connaissance et sa curiosité insatiable sur le monde. Cependant, il était confronté à un défi croissant, la difficulté de distinguer entre les arguments valides et les sophismes logiques qui tentaient de détourner ses décisions et opinions. La ville de Parnasse était en pleine discussion animée sur la construction d'un nouvel aqueduc, un projet qui promettait de transformer la ville, mais qui suscitait également une grande controverse. Jules observait les débats avec intérêt, mais il commença à réaliser que beaucoup des arguments utilisés par les gens n'étaient pas basés sur des raisonnements solides. Lors d'une des réunions de la ville, un orateur influent nommé Victor présenta son point de vue sur l'aqueduc, affirmant « Ce projet doit être approuvé, car tous les grands dirigeants de la ville soutiennent cette construction. Si les dirigeants sont favorables, nous ne devons pas douter de leur décision. » Jules ressentit un malaise face à cette affirmation et décida de demander conseil à son mentor, le sage Attilius, connu pour sa compétence en logique et en philosophie. Lorsque Jules arriva chez Attilius, il le trouva en méditation dans un jardin paisible. Après avoir exposé la situation, Attilius l'invita à s'asseoir à ses côtés. « Maître Attilius, je suis confus. Victor a dit que nous devons soutenir le projet de l'aqueduc parce que les dirigeants le soutiennent. Cela ne me semble pas un argument solide. Que dois-je penser de cela ?» Attilius sourit et commença à expliquer. « Jules, ce que vous observez est un exemple de sophisme logique connu sous le nom de appel à l'autorité. Ce sophisme survient lorsqu'on utilise l'opinion d'une autorité pour valider un argument, sans fournir de justification réelle pour la décision. Bien que les dirigeants puissent être sages sur de nombreux aspects, cela ne signifie pas que toutes leurs opinions sont correctes ou basées sur des preuves solides. » Jules acquiesça, comprenant le point. « Et comment puis-je identifier d'autres sophismes logiques ?» Attilius continua avec une explication claire et pratique. Un autre sophisme courant est la fausse dichotomie. Ce sophisme survient lorsqu'on présente un choix comme s'il n'y avait que deux options, en ignorant d'autres possibilités. Par exemple, si quelqu'un dit que nous devons soutenir le projet ou être contre le progrès de la ville, il crée une fausse dichotomie. En réalité, il existe de nombreuses autres alternatives à considérer, comme améliorer le projet ou explorer d'autres solutions. Pour illustrer davantage, Attilius raconta une histoire. Imaginez que vous êtes à une foire alimentaire et qu'un vendeur dit que vous devez acheter son miel, car c'est le meilleur du marché, sinon vous n'aurez jamais un miel de qualité. C'est une fausse dichotomie. En réalité, il y a beaucoup d'options de miel et de manières d'évaluer sa qualité. Le vendeur essaie de limiter vos choix pour manipuler votre décision. Jules réfléchit à l'exemple et prit note dans son carnet. Donc, pour prendre des décisions plus informées, je dois identifier ces sophismes et considérer tous les arguments et options disponibles ? Exactement, confirma Attilius. Comprendre et identifier les sophismes logiques aide à éviter les manipulations et à prendre des décisions plus rationnelles. Lorsque vous êtes confronté à un argument, demandez-vous s'il est basé sur des preuves réelles et si toutes les options ont été correctement considérées. Jules remercia le sage et retourna au débat avec une nouvelle perspective. Il commença à analyser les arguments présentés, identifiant les sophismes et mettant en question la validité des affirmations faites. Son approche critique a contribué à clarifier le débat dans la ville et à apporter une nouvelle compréhension à tous les participants. La décision finale sur l'aqueduc fut prise sur la base d'une analyse plus approfondie et bien informée, en tenant compte d'une variété de facteurs et d'options. Jules devint un exemple de la manière dont la sagesse et la logique peuvent éclairer le chemin vers des décisions plus justes et rationnelles. L'histoire de Jules et du maître Attilius démontre l'importance de comprendre et d'identifier les sophismes logiques, comme l'appel à l'autorité et la fausse dichotomie. En reconnaissant ces sophismes et en considérant tous les arguments et options disponibles, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et résister à la manipulation, en veillant à ce que nos choix soient basés sur des preuves et un raisonnement solide. Dans la charmante ville de Lucia, connue pour ses places fleuries et ses habitants amicaux, vivait une femme nommée Eudora. Eudora était une couturière talentueuse, célèbre pour ses vêtements élégants et son sourire chaleureux. Cependant, sa vie commença à changer lorsqu'elle se retrouva impliquée dans un réseau de manipulation émotionnelle qui la laissait méfiante et épuisée. L'histoire commença lorsque Eudora rencontra Sergio, un commerçant nouveau dans la ville qui semblait charmant et bien intentionné. Sergio se présentait souvent comme une victime, partageant des histoires tristes sur ses difficultés financières et les obstacles injustes auxquels il faisait face. Il demandait fréquemment de l'aide et de la compassion, faisant en sorte qu'Eudora se sente coupable et responsable de ses mésaventures. Un jour, Sergio raconta à Eudora une grande perte qu'il prétendait avoir subie.
Avec des larmes dans les yeux et une voix tremblante, il dit : « J'ai perdu ma boutique à cause d'une série de malheurs, et personne dans la ville ne semble se soucier. Je suis traité injustement et, pour cela, je suis dans une situation désespérée. » Ému par l'histoire, Eudora décida d'aider Sergio avec une somme d'argent considérable et des matériaux pour reconstruire sa boutique. Cependant, avec le temps, elle commença à réaliser que Sergio semblait toujours dans une situation précaire, mais ne parvenait jamais à en sortir. Son histoire ne changeait pas, et il continuait à chercher plus de soutien et de compassion auprès des autres. Inconfortable et confuse, Eudora chercha la guidance du sage maître Elio, un philosophe respecté pour sa sagesse et son discernement. Lorsque Eudora arriva à son retraite au sommet de la colline, elle trouva Elio en méditation sous un vieux arbre. « Maître Elio, je suis troublé. Sergio se présente toujours comme une victime, mais ses histoires ne changent jamais. Il semble toujours avoir besoin de plus d'aide, et je ne sais plus quoi faire. » Elio la regarda avec un regard paisible et compréhensif. « Eudora, ce que vous êtes en train de vivre est une tactique connue sous le nom de victimisation manipulatrice. Sergio utilise son apparence de victime pour obtenir de la sympathie et manipuler les autres. Cette stratégie est préjudiciable à la fois pour lui et pour ceux autour de lui, car elle perpétue une dynamique de dépendance et de ressentiment. » Eudora fronça les sourcils, encore en train de lutter pour comprendre la situation. « Mais comment puis-je gérer cela ? Et comment puis-je protéger les autres d'être manipulés de la même manière ?» Elio sourit et commença à expliquer. Tout d'abord, il est important de reconnaître que la victimisation manipulatrice vise à créer un cycle de manipulation émotionnelle. Lorsque quelqu'un se présente constamment comme une victime, cela peut générer de la sympathie et permettre à cette personne d'obtenir ce qu'elle veut sans vraiment résoudre ses problèmes. Cependant, cette approche peut nuire aux relations et affecter l'estime de soi du manipulateur, car il n'apprend jamais à affronter ses problèmes de manière saine. Pour y faire face, continua Elio, vous devez apprendre à établir des limites saines. Offrez du soutien et de la compassion, mais encouragez également la personne à chercher des solutions pratiques à ses difficultés. Si quelqu'un se présente constamment comme une victime, il est essentiel de se demander si vous aidez vraiment à résoudre le problème ou si vous ne faites que perpétuer la situation. Elio raconta ensuite une brève histoire pour illustrer. Imaginez un jardinier qui blâme toujours le manque de fleurs dans son jardin sur le manque de soleil et ne tente jamais d'améliorer le sol ou la qualité des graines. Si les voisins continuent à offrir de l'ombre et des engrais, le jardinier n'apprendra jamais à bien s'occuper du jardin. Il est nécessaire d'aider la personne à identifier et à corriger ses propres défauts, plutôt que de simplement fournir des solutions temporaires. Eudora écouta attentivement et commença à comprendre la profondeur du conseil. Alors, que puis-je faire pour m'assurer que je ne suis pas manipulée et que les autres ne le sont pas non plus ? Restez attentive au schéma de comportement, répondit Elio. Observez si la personne travaille réellement à résoudre ses problèmes ou si elle répète simplement la même narrative. Encouragez la recherche de solutions pratiques et offrez du soutien de manière à aider la personne à développer des compétences pour faire face à ses difficultés de manière plus efficace. Avec cette nouvelle compréhension, Eudora retourna en ville et commença à appliquer ce qu'elle avait appris. Elle offrit du soutien à Sergio, mais l'encouragea également à chercher des solutions réelles à ses difficultés. Sergio, réalisant que sa tactique de victimisation ne fonctionnait plus, commença à chercher des moyens plus constructifs de résoudre ses problèmes. Avec le temps, Sergio apprit à affronter ses difficultés de front, et ses interactions avec les autres devinrent plus honnêtes et basées sur des solutions réelles. Eudora apprit aussi à identifier et à gérer la victimisation manipulatrice, protégeant ainsi elle-même et les autres des manipulations émotionnelles. L'histoire d'Eudora et du maître Elio illustre comment la victimisation manipulatrice peut créer un cycle préjudiciable de manipulation et de dépendance. En reconnaissant ces comportements et en établissant des limites saines, nous pouvons aider les autres à affronter leurs problèmes de manière constructive et nous protéger des manipulations, favorisant des relations plus honnêtes et équilibrées. Passons à l'étape suivante, mais avant, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est crucial pour que YouTube promeuve nos contenus, nous permettant ainsi de continuer à vous aider. Alors, n'oubliez pas de liker. Dans la ville vibrante de Lysia, célèbre pour ses festivals et ses marchés animés, vivait une jeune artiste nommée Eliana. Son talent pour la peinture était largement reconnu, et ses œuvres colorées ornaient les murs des galeries locales. Cependant, sa confiance commença à vaciller lorsqu'un nouveau mécène, nommé Valerio, fit son apparition. Valerio était un homme charmant et bien habillé, qui se rapprocha rapidement d'Eliana, louant ses peintures avec enthousiasme. Il disait : « Eliana, vos œuvres sont de véritables merveilles.
Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi magnifique. Votre talent est incomparable. Vous êtes une artiste de classe mondiale. » Eliana, enchantée et flattée, ressentit un élan de gratitude et de fierté. Valerio semblait sincèrement intéressé par ses créations et lui offrit une somme généreuse d'argent pour créer une série d'œuvres exclusives pour lui. Elle accepta avec enthousiasme, croyant que son travail recevait enfin la reconnaissance qu'il méritait. Avec le temps, Valerio continua à offrir des éloges exubérants. Chaque nouvelle peinture recevait une dose supplémentaire d'adulation. « Cette peinture est la plus incroyable que j'ai jamais vue. Votre utilisation des couleurs est sublime et votre sens de la composition est divin. Vous devez être l'artiste la plus talentueuse de toute la Lysia. » Au début, les éloges faisaient qu'Eliana se sentait euphorique. Cependant, à mesure que l'approbation de Valerio devenait plus essentielle pour elle, Eliana commença à se sentir mal à l'aise. Valerio semblait de plus en plus exigeant et ses critiques devenaient plus fréquentes, surtout lorsqu'Eliana ne répondait pas exactement à ses attentes. Désespérée par une validation continue et craignant de perdre le prestige que Valerio lui avait offert, Eliana commença à ajuster son art pour répondre à ses exigences. Elle devint dépendante de son approbation, et ses décisions créatives commencèrent à être guidées davantage par ses louanges que par sa propre vision artistique. Un jour, après une discussion particulièrement difficile avec Valerio, Eliana chercha le sage Leonida, un mentor connu pour sa profonde compréhension et sa capacité à guider les autres. Leonida se trouvait dans son jardin, entouré des plantes et fleurs qu'il cultivait avec patience et soin. « Maître Leonida, je suis confuse et frustrée. Valerio me flatte sans cesse, mais ses critiques deviennent de plus en plus sévères. Je sens que je perds ma propre identité en tant qu'artiste. Que dois-je faire ?» Leonida l'invita à s'asseoir et commença à expliquer avec un ton serein et encourageant. « Eliana, ce que vous vivez est un exemple classique de l'utilisation des faux éloges comme outil de manipulation. Les manipulateurs utilisent des éloges exagérés pour créer une dépendance émotionnelle. Ils savent qu'en vous faisant sentir spécial et valorisé, ils peuvent contrôler vos actions et décisions. » Leonida expliqua plus en détail. Les faux éloges sont conçus pour vous faire sentir insécure sans l'approbation du manipulateur. L'intention est que vous commenciez à rechercher incessamment sa validation, devenant dépendante de ses opinions pour vous sentir bien dans votre peau. Ce type de manipulation érode votre autonomie et déforme votre perception de votre propre valeur et talent. Pour aider Eliana à mieux comprendre, Leonida raconta une brève histoire. Imaginez un jardinier qui complimente constamment une fleur dans son jardin, disant qu'elle est la plus belle de toutes. Il fournit de l'eau et des nutriments uniquement lorsque la fleur s'adapte exactement à ce qu'il souhaite. Avec le temps, la fleur commence à se déformer, essayant de satisfaire le jardinier, plutôt que de croître selon sa propre nature. Le jardinier peut sembler gentil, mais son intention véritable est de modeler la fleur selon ses propres objectifs. Eliana écouta attentivement, commençant à comprendre la situation. « Que dois-je faire pour retrouver mon autonomie et me protéger de cette manipulation ?» Leonida sourit et répondit. « Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître la valeur intrinsèque de votre travail et de vous-même. Les éloges sont importants, mais ils ne doivent pas définir votre valeur ou vos décisions. Pratiquez l'auto-évaluation et recherchez des retours honnêtes de personnes en qui vous avez une véritable confiance, qui connaissent et apprécient votre travail sans intention cachée. Conservez votre identité artistique et ne permettez pas que l'approbation des autres façonne votre propre vision et créativité. » Avec les conseils de Leonida, Eliana commença à se détacher de l'influence manipulatrice de Valerio. Elle retrouva sa confiance et commença à créer de l'art qui reflétait sa véritable essence et vision. Les éloges de Valerio devinrent moins significatifs, et Eliana trouva satisfaction dans son propre travail, sans dépendre de la validation externe. Valerio, réalisant que sa manipulation ne fonctionnait plus, se retira, et Eliana continua de prospérer en tant qu'artiste. Elle devint reconnue non seulement pour son talent, mais aussi pour sa force et son indépendance, servant d'exemple à d'autres qui pourraient faire face à des situations similaires. L'histoire d'Eliana et du maître Leonida illustre comment les faux éloges peuvent être utilisés comme une tactique manipulatrice pour créer une dépendance émotionnelle. En reconnaissant la manipulation et en valorisant sa propre vision et talent, nous pouvons protéger notre autonomie et préserver notre intégrité, assurant que nos actions et décisions reposent sur notre véritable essence et non sur l'approbation des autres. Dans le paisible village de Solara, connu pour ses champs dorés et ses habitants amicaux, vivait une femme nommée Sylvia. Elle était une personne dévouée et travailleuse, qui gérait une petite boutique de fleurs avec amour et soin. Cependant, l'harmonie de sa vie commença à se fissurer lorsqu'un nouveau gestionnaire,
nommé Hugo, commença à travailler avec elle. Hugo avait été engagé pour aider à la gestion de la boutique, mais il commença rapidement à montrer un comportement préoccupant. Chaque fois que quelque chose allait mal, qu'il s'agisse d'une livraison retardée ou d'un arrangement floral mal fait, Hugo se précipitait pour rejeter la faute sur les autres. Il disait: si la livraison a été retardée, cela doit être à cause du chauffeur. Je lui avais déjà dit de se montrer plus ponctuel. Je ne comprends pas comment vous pouvez travailler avec des personnes aussi négligentes. Sylvia, bien qu'elle sache que le problème était souvent hors de son contrôle, commença à ressentir un poids croissant de culpabilité. Hugo semblait toujours prêt à attribuer la responsabilité aux autres, y compris à Sylvia, même lorsqu'elle n'était pas directement fautive. La situation se détériora davantage lorsqu'un matin pluvieux, un client important se montra insatisfait de la qualité des fleurs reçues. Hugo désigna rapidement Sylvia et affirma: c'est clairement la faute de Sylvia. Elle aurait dû vérifier la qualité des fleurs avant de les envoyer. Maintenant, nous sommes en difficulté. Sylvia, désorientée et blessée, sentit son estime de soi commencer à s'effondrer. Elle commença à douter de ses compétences et se sentait constamment anxieuse, craignant que toute erreur soit attribuée à elle. L'ambiance de travail devint de plus en plus toxique, avec des malentendus et une tension constante. Désespérée pour obtenir des conseils, Sylvia décida de consulter le sage Demetrio, un mentor respecté qui vivait dans une petite cabane en périphérie du village. Demetrio était connu pour sa sagesse et sa capacité à résoudre les conflits. Lorsque Sylvia arriva chez Demetrio, elle le trouva assis dans un jardin paisible, entouré d'arbres et de fleurs. Après avoir exposé sa situation, Demetrio écouta attentivement puis parla avec calme. Sylvia, ce que vous vivez est une tactique connue sous le nom de jeu de la culpabilité. Les manipulateurs utilisent cette stratégie pour éviter les responsabilités et détourner l'attention de leurs propres erreurs. En rejetant la faute sur les autres, ils créent un environnement toxique et nuisent à l'estime de soi de leurs victimes. Sylvia regarda Demetrio, impatiente de mieux comprendre. Maître Demetrio, comment puis-je gérer cela et protéger mon estime de soi? Demetrio sourit et commença à expliquer. Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que le jeu de la culpabilité ne concerne pas vous, mais le manipulateur essayant d'échapper à ses responsabilités. Ne laissez pas vos actions être dictées par les accusations infondées des autres. Restez ferme dans vos propres valeurs et responsabilités. Pour gérer cette situation, continua Demetrio, pratiquez la clarté et la communication assertive. Lorsque des problèmes surviennent, analysez-les objectivement et discutez-les ouvertement avec vos collègues. Si un problème s'est réellement produit, travaillez à le résoudre de manière constructive. Sinon, défendez-vous respectueusement et en vous basant sur des faits. Pour illustrer, Demetrio raconta une brève parabole. Imaginez un groupe de bâtisseurs travaillant sur un grand projet. Si un mur s'effondre, et que le chef de chantier commence à blâmer un travailleur spécifique, au lieu d'enquêter sur les véritables causes du problème, le groupe entier se désorganise. Pour éviter cela, les bâtisseurs doivent enquêter ensemble et trouver des solutions aux problèmes, sans attribuer des culpabilités infondées. Sylvia réfléchit à l'histoire et sentit un poids se lever de ses épaules. Donc, je dois maintenir une communication ouverte et me concentrer sur la résolution des problèmes plutôt que de me laisser affecter par des accusations injustes? Exactement, confirma Demetrio. Gardez votre focus sur la résolution des problèmes et sur votre propre intégrité. Communiquez clairement et recherchez la vérité, au lieu de vous laisser consumer par une culpabilité qui ne vous appartient pas. Avec les conseils de Demetrio en tête, Sylvia retourna à la boutique et commença à appliquer ce qu'elle avait appris. Elle aborda les problèmes de manière plus objective et constructive, en discutant ouvertement avec Hugo de la nécessité d'une communication plus honnête et juste. La tension dans la boutique commença à diminuer, et Sylvia trouva un moyen de protéger son estime de soi en restant confiante dans ses compétences et ses décisions. Hugo, réalisant que sa tactique de blâmer les autres ne fonctionnait plus, fut contraint de prendre plus de responsabilités et d'améliorer son comportement. La boutique prospéra à nouveau, et Sylvia devint un exemple de la manière de faire face à la manipulation et de maintenir son intégrité personnelle dans un environnement toxique. L'histoire de Sylvia et du maître Demetrio illustre comment le jeu de la culpabilité peut être un outil manipulatoire pour éviter les responsabilités et créer un environnement nuisible. En gardant clarté, communication assertive et concentration sur la résolution des problèmes, nous pouvons protéger notre estime de soi et promouvoir un environnement plus juste et équilibré. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour continuer à recevoir nos prochaines vidéos et apprendre encore plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
À bientôt dans les prochains contenus.